Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons déroger un peu à la règle. Et au lieu de montrer le régime sous son véritable jour, comme nous le faisons trop souvent pour certains, nous allons contribuer à offrir une tribune à la campagne insidieuse qui veut nous revendre l'idée de Faramatouhou à un 5e mandat. Oui, sérieux. Nous allons relayer pour Faramatouhou 5 minutes de pure propagande du régime diffusée hier par toutes les chaînes publiques. Je rappelle, hier, le président Bouteflika a fêté la 4e année de son 4e mandat et qu'à partir d'aujourd'hui commence le premier jour de la dernière année du même mandat. Mais admirez plutôt. الاستراتيجية نتاعنا هو إخراج البلد من الأزمة. الاستراتيجية نتاعنا هو المصالحة مع الذات. الاستراتيجية نتاعنا هو السلم والأمن والطمأنينة لجميع الجزائريين. إذا كانت الدروب ملتوية لابد أن نتعامل مع الدوران نتاعها. الجزائر عروس البلدان وتبقى عروس البلدان وسترجع لمكانها وأحسن. C'est cette Algérie qu'a voulu le président de la République pour redonner espoir aux Algériens. Si nous devions faire une rétrospective, nous verrions quelles ont été les vicissitudes que nous avons connues. Il n'y a pas si longtemps, l'Algérie était un pays exsangue avec des institutions saccagées, une nation isolée, livrée à elle-même, avec en prime l'exacerbation de la discorde sociale et cette question de qui tue qui. Un lendemain des plus incertains pour un pays en quête d'exutoire que le président Bouteflika a promis de remettre sur pied. ما أنا جئتكم محتكرا للوطنية أو للحقيقة ولا جئتكم جالسا على كرسي العصمة ولكن جئتكم اليوم لتعلموا بأن الجزائر ليست بخير وأنه لا بد من نهوض كرجل واحد. Des paroles qualifiées de salvatrices, prononcées par celui qui, à la fleur de l'âge, a côtoyé les plus grands de ce monde. لكن أنا محروق لأنني نعرف وكل يوم نزيد نتعلم ونعرف. الشعب الجزائري قادر يفتح صدره. الشعب الجزائري قادر يغض الطرف. Et c'est dans cette situation confuse que la loi sur la réconciliation nationale et la concorde civile a été adoptée pour panser les plaies des Algériens. Mais l'Algérie n'a pas sitôt recouvré la paix et entamé sa phase de stabilité qu'elle a aussi dû faire face à une économie ruinée et à des dégâts se chiffrant en milliards de dollars. Mais le défi a été relevé. L'Algérie s'en est sortie à la faveur de la détermination et grâce à la vision sage du président de la République qui a parié de remporter le défi du développement et de réhabiliter la place de l'Algérie sur l'échiquier international. Le président de la République n'a eu de cesse d'expliquer sur la scène internationale que nous ne sommes pas seuls concernés par ce qui s'est passé en Algérie et que le terrorisme n'a ni religion ni frontières, permettant ainsi à l'Algérie de regagner sa place et exporter son expérience en matière de lutte contre le terrorisme après qu'elle ait été accusée d'être la source de la violence et des luttes intestines. Elle est aujourd'hui la référence des chercheurs en quête de solutions pacifiques aux conflits, prônant le recours au dialogue et un partenaire stratégique dans une région menacée de toutes parts. En dépit de cette instabilité régionale, l'Algérie fait aujourd'hui l'exception grâce à la politique clairvoyante menée par le président qui protège le pays de toute menace et tentative, à l'instar du printemps arabe. Et au moment où de nombreux pays sont mis à feu et à sang, les Algériens, au cœur de la politique sociale du président, apprécient aujourd'hui ce retour à la paix tant espéré. Cela en dépit d'une crise financière bien gérée, encore une fois, à la faveur des mesures engagées par le président de la République, notamment via le remboursement de la dette extérieure et la création du fonds de régulation.
Des mesures qui ont permis de transcender les situations de crise, des mesures parfois contestées, qui n'ont pas tout le temps fait l'unanimité, mais qui ont porté leurs fruits au travers de leur concrétisation sur le terrain, des réalisations dans tous les domaines pour poursuivre le processus de construction et d'édification et réconcilier les Algériens avec leur identité et leur histoire. Parmi ces grands acquis, la célébration de Yenaïr pour la première fois cette année. Le président de la République a 19 années durant œuvré à insuffler l'espoir en un lendemain meilleur pour tous, loin de toute discorde. Et vous pourrez suivre ce soir sur les 4 chaînes de la télévision nationale, juste après le journal de 20h, une émission spéciale. El Massar revient sur les réalisations et les réformes engagées par le président de la République dans un contexte de paix retrouvé. Et ça, ce n'est qu'un hors-d'œuvre. Je vous conseille d'aller voir la totalité du boulot qui a été fait pour nous enfumer et très vraisemblablement pour nous préparer à l'idée de plus en plus prégnante d'un 5e mandat. Mais le problème pour le régime est qu'au même moment, la Banque mondiale et le FMI viennent comme un cheveu dans la soupe parasiter les discours flagorneurs de la propagande officielle. Dans un communiqué publié le lundi 12 mars, le FMI avait sévèrement critiqué la politique du gouvernement et alerté sur les risques majeurs d'une dégradation annoncée. Voici un extrait du communiqué du FMI. Les nouvelles mesures risquent d'aggraver les déséquilibres, accentuer les tensions inflationnistes et accélérer la perte de réserves de change. En conséquence, il se peut que l'environnement économique ne devienne propice ni aux réformes ni au développement du secteur privé. Fin de citation. Et comme pour confirmer la tendance au catastrophisme, la Banque mondiale vient de confirmer que l'Algérie se dirige vers une crise financière. Les deux institutions, FMI et Banque mondiale, qui ont jusque-là usé de formules sibyllines, semblent ne plus prendre de gants pour dire les choses avec leur nom. C'est la crise, nous disent-elles. Et la Banque mondiale évoque même la perspective d'une paupérisation importante d'une partie de la population. Mais il n'y a pas que ces deux institutions internationales à avoir signalé la situation peu enviable de l'Algérie. Écoutez Ouyahia lui-même. لكن بعد 3 سنوات من الصمود شدت الأزمة أكثر. كما نقول له بالعامة وصل موسى العظم. Aujourd'hui. TSA, importation. Ali Haddad et Sidi Saïd dénoncent les déclarations de l'Union européenne par Riyad Hamadi. Liberté, elle estime que la planche à billets va aggraver la crise en Algérie. Finance, la Banque mondiale avertie par Rammouch Khaled. Al-Watan, prévision de la Banque mondiale et du FMI. Inflation et crise sociale en perspective par Aqil Razouali. L'Algérie, entre Caribde et Silla, vous aurez compris que l'Algérie se trouve entre le FMI et la Banque mondiale d'un côté, les institutions financières de ce type, et de l'autre côté, le régime algérien, qui est pendant que les premiers sont en train de nous dire que l'Algérie s'enfonce, les deuxièmes sont en train de nous dire, vous avez vu le reportage, la petite partie de reportage que nous vous avons passé, qui nous dit que Bouteflika est en train de réaliser des miracles et que l'Algérie est devenue un pôle de bonheur, de prospérité, de succès, de réussite et tout le tout team. Alors, pour en parler, avec moi ici sur le plateau, Habib Brahmiya, membre du conseil politique de Jil Jadid. Merci d'être avec nous, Habib. Merci à vous pour l'invitation. Bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, nous aurons Ali Benouari, président de Nida Al-Watan,
et Farhat Aïtali, économiste. Merci à tous deux d'être avec nous. Habib Brahmiya, vous avez vu les 5 minutes que nous avons passées, que nous avons pris du reportage de propagande de M. Bouteflika? Tout à fait, j'ai vu. Vous n'avez pas été étonné que le Maghrébia fasse de la propagande à Bouteflika? Ben, je pense que la communication de l'ENTV et de tout le système algérien est tellement ridicule que même une vidéo comme ça n'est pas du tout de la propagande. Vous avez présenté ça comme un hors-d'œuvre. En fait, c'est un hors-d'œuvre avec une laitue sale, des tomates pourries et des œufs pas du tout frais. Donc, franchement, vous pouvez faire ça, ça donne une image du système algérien en tout cas. Mais vous savez, moi, ce qui m'a incité à passer ce reportage, et si ce n'était par respect pour nos téléspectateurs, j'aurais passé tout le reportage, très franchement, même si ça ne se fait pas professionnellement, c'est que j'ai été très étonné que les gens qui s'occupent de la communication de Farha Tourou soient dans une telle incompétence. Ça veut dire qu'ils auraient voulu obtenir le contraire. Ça veut dire casser la popularité de ce président qui n'aurait pas fait mieux. C'est incroyable. Pour la simple raison que, comme vous le dites, je lisais hier sur Twitter un journaliste algérien, M. Najib Belhamer, pour ne pas le citer, qui disait qu'il n'y avait pas plus grande catastrophe pour Bouteflika que de présenter ses promesses. Les promesses de mandat de Bouteflika, de toute façon, ce n'est pas les promesses de 2014, puisqu'il n'y était pas, il n'a pas fait de campagne, mais ce sont les promesses de 1999. Il a échoué sur toutes ses promesses, que ce soit politiquement, socialement, sur tous les points. Il n'a fait qu'échouer. Et quand on présente aujourd'hui ces promesses et qu'on voit que 20 ans après, rien n'a marché, je pense que ce n'est pas très bon pour Bouteflika. Et si j'avais sa communication, je n'aurais pas fait comme ça. Mais justement, le comble, c'est qu'ils savent, que les Algériens savent. Oui. Ils savent pour vivre tous les jours que Dieu fait, la situation que les Algériens connaissent. Et malgré ça, ils arrivent avec leurs belles images, leurs beaux discours, leur vue aérienne. Moi, je n'ai pas reconnu l'Algérie, très franchement. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, j'ai dit que si j'avais la communication de Bouteflika, je n'aurais pas fait ça. Oui. Mais si j'avais la communication de Bouteflika, je ne saurais pas quoi faire. Il n'y a rien à dire. Tout à fait. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, c'est très clair. Monsieur Bouteflika, en tant qu'homme politique, il a échoué. Il y a plusieurs points où on peut parler sur l'échec de Bouteflika, mais politiquement, il n'a pas fait qu'échouer. C'est une grande catastrophe. Ben justement, au sujet de ces échecs répétés, nous avons choisi quelques records sinistres qui ont été battus durant ces dernières années. Et Dieu sait que ces records se comptent par dizaines. Mais nous en avons pris 7 seulement. Alors, nous allons les voir ensemble. Alors, Transparency International. En 2017, l'Algérie est classée 112e sur une liste de 180 pays en matière de corruption. Economic Freedom, en 2018, l'Algérie est classée 172e sur une liste de 180 pays en matière de liberté économique. Forum économique mondial. En 2015, l'Algérie est classée 87e sur une liste de 138 pays en matière de compétitivité économique. Freedom House. En 2018, l'Algérie est classée parmi les pays non libres. Reporters sans frontières, en 2017, l'Algérie est classée 134e au classement mondial de la liberté de la presse. Global Peace Index, en 2017, l'Algérie est classée au 109e rang mondial en matière de paix et de sécurité. Knowledge for All, en 2017, l'Algérie est classée 96e sur une liste de 131 pays en matière de savoir et d'accès à l'éducation. Et cela n'est que 7
petit record pris parmi des dizaines d'autres. Farhat Aïtali, merci d'être des nôtres. Merci, c'est Jamal. Bonsoir. Bonsoir, c'est Farhat. Alors, donc, au moment où on nous fait mais une véritable campagne de communication sur les réalisations de Fakhramatou, la Banque mondiale et après le FMI viennent tirer la sonnette d'alarme. Ils nous disent que ça va très mal et ils parlent de, comment dirais-je, de l'avènement, si je peux dire, ils nous annoncent une crise financière et là, j'avoue que je n'ai pas très bien compris pourquoi nous ne sommes pas déjà en crise. Si Jamal, il faudrait savoir aussi que la Banque mondiale et le FMI sont des instances qui ont des rapporteurs formés pour faire des analyses au fur et à mesure de l'avancée des événements. Maintenant qu'il parle d'une crise financière, c'est parce que les choses sont arrivées à un stade, avec la dernière émission monétaire, où ça ne va pas péricliter en linéaire, mais ça risque d'être en exponentiel. Vous savez, les effets pervers d'une émission monétaire massive qui vient avec une érosion des réserves de change, même linéaire, ne sont pas eux-mêmes linéaires, en effet. Farhat Aïtali, je me permets de vous interrompre, on ne vous entend pas très bien. On vous entend, mais pas très bien. Je vous laisse entre les mains de la régie qui vont essayer d'arranger les choses. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, c'est Jamal. Je Bonsoir. salue vos invités et tous les téléspectateurs. Merci. Alors, j'aimerais justement juste une précision sur la même question que je viens de poser à Farhat Aïtali. Quand la Banque mondiale nous annonce une crise financière imminente, moi je croyais qu'on y était déjà. Il y a une raison à cela, il y a une explication, c'est que la crise financière n'est que l'écume, n'est que la manifestation des problèmes structurels, politiques très très graves. Comme ils n'osent pas donner des conseils en matière de réforme politique, ils ne se sentent pas le droit non plus de critiquer le régime, ils ne peuvent pas dire que les causes, que la situation politique qui est une impasse ne peut pas produire du développement et du progrès. Ils s'intéressent à ce qui est superficiel, c'est-à-dire aux équilibres financiers. Mais pour autant, ce qu'ils disent mérite la plus grande attention, parce que ça vient confirmer mon propre discours et le discours de beaucoup d'experts algériens depuis des années et des années. Et justement Ali Benouari, je me permets de vous interrompre. Alors, monsieur Ouyahia, au moment où il avait lancé la planche à billets avec l'utilisation du bel euphémisme, le recours au financement interne non conventionnel, il nous avait dit qu'il promettait qu'il n'y aurait pas d'inflation et qu'il nous donnait rendez-vous à quelques mois pour faire le bilan. Or, aujourd'hui, le FMI annonce pour 2018 un taux absolument qui dépasse les 8% et 7%, et la Banque mondiale annonce 8% et pour 2019, 9% d'inflation. Donc, ils viennent contredire M. Ouyahia, les deux institutions. C'est lui faire trop d'honneur que de le faire juger par le FMI et la Banque mondiale. En fait, n'importe quel étudiant en sciences économiques peut comprendre que son discours est complètement bidon, que c'est un menteur, que ce qu'il dit ne tient pas la route. Mais le FMI et la Banque mondiale ne pouvaient pas dire ce que je vous dis. Alors, ils attendent d'abord que les faits se confirment, que leurs craintes et nos craintes se confirment, et une fois que c'est confirmé, ils osent timidement de dire au gouvernement, vous faites fausse route. Et encore, ils ne disent jamais au gouvernement, vous faites fausse route. Ils le disent à travers les chiffres. Qu'est-ce que disent les chiffres du FMI et de la Banque mondiale? Ce que nous avons toujours dit. Pardonnez-moi si je parle toujours de moi et des experts algériens et des opposants algériens, c'est pour dire, méfions-nous, ce ne sont pas les étrangers, ils ne détiennent pas la science, on n'a pas besoin d'eux.
Mais bref, que disent-ils? Ils disent croissance faible dans les années qui viennent, 2% à partir de 2019, moins que les 3 et quelques pourcents d'augmentation démographique. Donc, ça veut dire que la situation économique et sociale deviendra intenable. Ils disent inflation élevée. C'est ce que vous venez les chiffres que vous venez de souligner. Et encore, cette inflation va s'auto-nourrir. On sera loin des 8-9%, etc. Et vous verrez. Qu'est-ce que vous voulez dire s'auto-nourrir? S'auto-nourrir parce que il y a les phénomènes spéculatifs et il y a les fondamentaux. C'est-à-dire quand on ne corrige pas les raisons structurelles des déficits, les déficits se creusent, engendrent encore des déficits, vont faire appel à encore plus de billets de financement monétaire, donc planche à billets, et tout ça va s'emballer. C'est ce qu'on appelle en économie le cercle vicieux par rapport au cercle. Et l'effet panique ne jouera pas aussi? Non, attendez, on va revenir à ça. Oui. Ensuite, ce que disent le FMI et la Banque mondiale, c'est que les déficits vont persister et s'aggraver parce qu'on ne corrige pas leurs causes. Et leurs causes sont structurelles. Et évidemment, il résulte de tout ça qu'au cours des années qui viennent, le chômage va augmenter, les Algériens vont devenir de plus en plus pauvres. Voilà. Ali Benouari, justement, la Banque mondiale annonce une augmentation du chômage et une paupérisation de larges catégories de la population. Or, quand ils annoncent le chômage et qu'ils disent qu'il va augmenter aux environs de 11 et quelques %, je crois savoir, selon certains spécialistes, que les chiffres du chômage algérien sont biaisés, pour ne pas dire truqués. Et entre autres trucages, on nous dit que dans ces statistiques, il n'est pas tenu compte de la large catégorie sociale que représentent les femmes au foyer. Elles ne sont pas comptabilisées comme femmes en position de chômage. Est-ce que c'est vrai? C'est juste. C'est juste. Les femmes ne font pas partie de la population active qui détermine le taux de chômage, sauf les femmes qui travaillent. Elles sont intégrées à la population active. Un artifice. Donc déjà, le taux de chômage actuel, rien que pour cette raison, il est peut-être 30 ou 40% plus élevé. Et pour le reste, le taux de chômage, la façon dont on le calcule, est sujette à caution. Il est certainement supérieur à 20%. Il suffit de parcourir les rues de nos villes et de nos villages, faire des sondages par quartier. Au début, il y a quelques décennies, on faisait des enquêtes d'entreprise, on faisait des études pour savoir quel est le chômage réel, les attentes des entreprises, etc., en matière de recrutement. Aujourd'hui, il n'y a plus que les statistiques de l'OMS qu'on nous donne, qu'on nous assène, mais ne les croyez pas, elles sont fausses. Voilà. Certains évoquent le chiffre faramineux, hallucinant, qui oscillerait entre 30 et 40% de chômage en Algérie. Et ça ne m'étonne pas. Écoutez, prenons le problème à l'envers, si jamais. Pour une population de 42 millions et demi, même en tenant compte de la pyramide des âges, et en fonction du taux d'occupation de ce qui se passe un peu partout dans le monde, on devrait avoir, selon mes estimations, 14 à 15 millions d'employés. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Et comptez combien il y a aujourd'hui, combien sont recensés comme travailleurs. 3 millions? 4 millions? Vous voyez qu'on est à plus forte raison qu'il n'y a plus de secteur industriel quasiment. Il a été démantelé. Oui, et puis il y a aussi les services. Les services emploient des gens, mais emploient des gens en noir. C'est un cache-misère. Les jeunes qui font payer les parkings, vous appelez un emploi. Les gens qui sont assistés par leurs parents, etc., c'est un véritable drame. Mais ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est qu'au lieu de corriger le stock de chômeurs,
de chômage, si je puis dire, par une création accélérée d'emplois, nous nous sommes engagés dans une politique contraire, c'est-à-dire qu'on va augmenter le stock de chômeurs. Le nombre de chômeurs va augmenter puisque, selon les prévisions de la Banque mondiale, au-delà, à partir de 2019, on évoluera sur un taux de croissance de 2%, alors que la population s'accroît de plus de 3%. C'est ça qui est terrible. Donc, ça veut dire que, comme disait mon prédécesseur, le programme ou les promesses faites par le président et ce régime, évidemment, ont toutes échoué. Le résultat a été contraire à ce qu'ils ont affirmé. Restez avec nous, Ali Benouali, je reviens à vous dans un moment. Nous n'arrivons toujours pas à joindre Farhat Aitali. J'espère que ça va être fait le plus vite possible. J'aimerais vous poser une question, vous qui êtes en Algérie et qui voyez la réalité des choses tous les jours. Quand l'Algérie annonce un chiffre le régime algérien annonce le chiffre de chômage qui oscille entre 9 et 9,5%, l'un des chiffres les plus bas du monde, alors qu'on sait qu'en Algérie, il n'y a plus d'industrie quasiment. Ça a été démantelé par M. Ouiahia d'ailleurs. Il n'y a plus d'agriculture quasiment. Les services sont très moyens ou pas du tout, qui n'existent pas du tout parfois. Et on nous dit que le taux de chômage n'est que de 9% dans un pays où la population jeune de moins de 35 ans dépasserait les 60 ou 70%. D'après vous? Déjà, je pense que les Algériens qui nous écoutent, qui ne donnent aucune crédibilité aux chiffres des élections et aux 90% que gagne Bouteflika à chaque fois, ne donnent aucune crédibilité non plus aux 9% des chiffres du chômage. Pour une raison tout aussi simple que pour les élections, on arrive à voir ça. On arrive, quand on sort, comme disait M. Benouali, dans les quartiers algériens, on arrive à voir des chômeurs. On arrive à parler aux chômeurs dans nos familles, dans nos quartiers. Et les Algériens ne travaillent pas pour des raisons qu'on connaît. Il n'y a pas de travail. Oui. Maintenant, par rapport aux chiffres du chômage, on dit que c'est à 9%. Déjà, il faut savoir que, comme vous avez dit, les femmes au foyer ne sont pas comptabilisées. Deuxième point, ils calculent... Non seulement les femmes au foyer, toutes les femmes qui ne s'inscrivent pas au bureau de main-d'œuvre. Voilà, exactement. J'allais parler de ça. Oui. Que ce soit hommes ou femmes, ceux qui ne s'inscrivent pas sur le bureau de main-d'œuvre, ils n'ont pas ce qu'on appelle la carte bleue. D'accord. Qui n'ont pas la carte bleue, ils ne sont pas comptabilisés. Carte bleue, c'est une carte de demandeur d'emploi. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que les chiffres sont faits sur cette base-là. Sur la base des gens qui s'inscrivent. C'est comme si et ils font des statistiques et ils disent... Et les gens ne s'inscrivent pas, généralement? Les gens ne s'inscrivent pas que quand ils ont le travail. En général, comment ça se passe? Vous savez, en Algérie, toujours, c'est un peu... on est toujours un petit peu... On va vers... On essaie de trouver un travail. Et quand on trouve le travail, on nous demande, parce que c'est une obligation, d'aller chercher la carte bleue. Et c'est là où on fait demandeur de travail, j'ai trouvé le travail. En fait, on a déjà trouvé le travail au moment où on va chercher cette carte. Un peu, parce qu'aujourd'hui, la recherche de travail, c'est pas exactement comme en France. Ça ne se fait pas forcément via ce système. C'est le Marifa, c'est les cousins, c'est l'oulé de l'Houma, mais aussi pour les gens avec un niveau universitaire, c'est surtout via Emploatique ou des boîtes de recrutement. Donc la demande d'emploi et la carte bleue, c'est quelque chose vraiment de... On ne peut pas comptabiliser par rapport à ça, on le sait, tout le monde le sait. Mais surtout, le chômage, ce qui me dérange, le cas échéant, c'est qu'en Algérie, on a l'impression que ce n'est pas très grave qu'il y ait 20%, 30% de chômeurs. Ouais. Ce n'est pas très grave qu'il y ait plus de 40% de chômage des moins de 25 ans. Les jeunes Algériens ne travaillent pas du tout. C'est très grave. Donc, et on trouve normal qu'en Algérie, en moyenne, les jeunes commencent à travailler à 26 ans, 27 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Pourquoi c'est normal que dans un pays pareil... Ouais. Il y ait 40% des gens de moins de 25 ans qui ne travaillent pas. C'est énorme, ça. Bien sûr. D'où vous tenez ce chiffre? C'est un chiffre qu'on peut l'avoir. On peut avoir des sondages au niveau partisan. Adil Jadid, on essaie de parler aux gens. Mais personne n'a accès aux bases de données. De toute façon, on ne peut pas avoir des chiffres exacts parce qu'on ne peut pas réaliser des sondages en Algérie, vous le savez. Oui. Mais on peut
faire un sondage via les réseaux sociaux, via le parti. On fait à la louche, enfin, un petit peu à la louche, mais on peut l'avoir, ouais, parce qu'on peut le voir. Et aujourd'hui, Monsieur Jamaldine, quand on va en Algérie, les gens, ce qu'on appelle en Algérie, trarqib, les gens qui font de la vente à la sauvette, les gens qui travaillent au noir, c'est des gens qui sont au chômage normalement, officiellement. Oui. Les gens qui sont en pré-emploi, qui touchent 9 000 dinars, vous savez qu'ils sont comptabilisés parmi les travailleurs? C'est très grave. Les gens qui touchent 9 000 emplois, s'ils sont payés, parce que 9 000 dinars, une sorte d'indemnité de chômage. Voilà. Non, ils sont... tout à fait, exactement. Oui. Sur l'indemnité de chômage, ils touchent en pré-emploi 9 000 dinars et en général, ils ne sont pas repris parce que les employeurs profitent de ce système pour qu'à la fin du contrat en pré-emploi, ils prennent un autre en pré-emploi. Ils ne recrutent pas les gens qu'ils ont fait 2 ans chez eux, en leur donnant 9 000 dinars. C'est très grave. Et on est tellement dans un système politique qui cherche à se maintenir qu'il ne s'occupe pas du tout de ses affaires. Et les Algériens qui n'accordent aucun crédit à ce système ne revendiquent même pas ce genre de points. On est tellement loin de ça que c'est incroyable et que c'est très dangereux. Alors, nous avons retrouvé Farhat Aitali. Farhat Aitali, je vous laisse d'abord poursuivre ce que vous nous disiez et j'ai une question pour vous. Très bien. Donc, en ce qui concerne la crise financière qui vient se greffer à une crise économique structurelle, parce que pratiquement on peut dire que l'économie algérienne n'en est pas une. Que le baril soit à $200 ou à $20, c'est pratiquement la même chose. Le gouvernement a besoin de finances, non pas pour lancer une économie, mais pour pratiquement se relancer et rebondir à chaque fois au détriment de l'économie et de la société. La vraie crise algérienne, elle est là. Elle n'est pas dans la situation financière du pays. Elle est dans la structuration mentale des différents gouvernements qui ont présidé aux destinées de ce pays. C'est un État qui ne vit pas pour la société, mais qui vit par la société et souvent au détriment de la société. Et non pas seulement la société existante actuellement, mais les générations futures. Disons qu'il peut casser une ambition nationale à moyen et long terme pour survivre à très court terme. Maintenant, pour la Banque mondiale et le FMI, eux, ils ont des méthodes de calcul qui permettent, en fonction des agrégats financiers existants, de conclure qu'au bout d'un certain temps et de certains agissements, bien sûr, on arrive à une accélération de la crise. Et c'est à cette conclusion qu'ils sont arrivés dans le rapport. De façon concrète, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va se manifester cette crise, cette inflation et les autres aspects de la crise sur la vie des Algériens de façon concrète? Comment les Algériens vont-ils la ressentir dans la vie de tous les jours? Bon, pratiquement, il y a plusieurs catégories d'Algériens. Et il y en a une qui est déjà laminée depuis longtemps. Et si ce n'était pas l'informel et les expédients de la vie courante quotidienne avec tous les bricoles qui sont en dehors du circuit formel, ça fait longtemps qu'ils avaient quasiment disparu de la circulation économique. Mais il y a d'autres catégories qu'on appelle communément les classes moyennes. Il y a les classes moyennes inférieures. Et elles vont ressentir ça. Justement, elles vont rejoindre la catégorie la plus défavorisée vers le bas. Mais les classes moyennes dites supérieures, celles-ci, elles vont continuer à flotter provisoirement une année ou deux, mais au détriment du reste de la société. Bien sûr, il y a l'autre classe, à très très haut niveau, qu'on ne peut même pas classer de classe aisée ou riche, mais plutôt de classe prédatrice. Celle-là, apparemment, elle n'est pas formatée pour voir l'avenir de l'Algérie. C'est un raisonnement à très court terme. Chacun essaie d'arracher le maximum de feuilles de l'arbre en attendant qu'il s'assèche. Quand la Banque mondiale nous annonce une paupérisation imminente d'environ 10% de la population, ça veut dire quoi? Environ 4 millions, disons, d'Algériens, selon la Banque mondiale, pourraient tomber dans une plus grande misère. Pourquoi seulement 10%? Comment ont-ils projeté de tels chiffres? Maintenant, il faut voir aussi ce que la Banque mondiale appelle paupérisation. J'espère qu'ils ne veulent pas nous voir paupériser selon les critères qu'ils retiennent en général pour le reste de l'Afrique. Parce que là, c'est une catastrophe.
Mais maintenant, si on estime cette prophétisation en fonction du niveau de vie actuel et des ambitions des Algériens, je peux dire que ces 10%, ils s'en atteignent déjà depuis longtemps. On dépasse même les 10%. Un revenu officiel de 20 000 dinars, c'est en dessous du seuil de pauvreté selon les normes internationalement admises. Oui. Ali Benouari, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Quand la Banque mondiale nous dit que la situation du pays est très préoccupante, qu'est-ce que, d'après vous, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est un euphémisme. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas dire toute la vérité. Ils n'osent pas exprimer. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave que ça? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Je reste, si vous voulez bien, sur la question du taux de chômage. Il y a un indice qui ne trompe pas. Quand je faisais mes études de Sciences Po, la première année, 1969, on nous apprenait que, en géographie humaine, c'était Bruno Etienne, notre professeur en géographie économique, il y a un chiffre qui m'avait choqué, et c'est pour ça que je le retiens. Un Algérien qui travaille en fait vivre 6. C'était un signe de sous-développement évidemment important. Quel est le chiffre d'après vous? Et je pose la question aux Algériens qui nous écoutent. Combien d'Algériens travaillent officiellement? En prenant les statistiques officielles. 4 millions? 5 millions? Eh bien, regardez, divisé par 42, et vous allez voir que aujourd'hui, un Algérien qui travaille en fait vivre 8. Si vous partez du constat qu'à l'indépendance, nous étions un pays exsangue, misérable, eh bien, il faut convenir qu'en 2018, nous sommes encore plus misérables. Voilà le résultat de la politique de Bouteflika, qui est menée depuis 1999, qui était censée hisser l'Algérie au rang de pays développé. Quelle tristesse. C'est une question que nous allons poser tout à l'heure à Farhat Aïtali sur les secteurs qui emploient des travailleurs, lesquels l'agriculture, l'industrie, les services, le tertiaire, comme on dit. Mais Ali Benouari, oui. Aujourd'hui, et là c'est l'aspect un peu politique, si je peux dire, de l'émission. Au même moment où la Banque mondiale, le FMI tirent la sonnette d'alarme, donc les services qui sont chargés de la communication de la présidence de la République nous balancent comment, je ne sais pas comment les appeler, des émissions, des reportages, et le fameux le fameux film, j'allais dire, Al-Massar, sur Bouteflika, sur ses réalisations. Vous ne trouvez pas que c'est un peu impudique de balancer de telles images aux Algériens qui vivent tous les jours la situation qu'ils vivent? Ils sont obligés de gouverner par l'illusion. Qu'ils disent on a échoué, que ça va aller de plus en plus mal, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de raconter des sornettes. Voilà, la situation est grave. Tout le monde le sait, la Banque mondiale et le FMI le disent à leur manière. Voilà. Restez avec nous, Ali Benouari. Habib Brahimia, la même question. Ça veut dire qu'au moment où vous voyez les constats gravissimes de la Banque mondiale, du FMI, et les constats que font les Algériens eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. Au même moment, le NTV, toutes les chaînes de télévision publiques sont en train de nous balancer des images absolument ahuries. Ça veut dire que vous ne reconnaissez même pas l'Algérie que vous voyez dans ces images. Où on nous dit que Bouteflika a fait ceci, il a réalisé cela. Le FLN est en train de préparer des cartons et des cartons de rapports sur les réalisations du président. Comment vous arrivez à digérer de tels... On ne le digère pas, parce que ce mépris pour les Algériens, on le vit tous les jours. Les gens se sentent méprisés, pas depuis 2 ans, 3 ans, ils se sentent méprisés depuis 1999, depuis que M. Bouteflika est arrivé au pouvoir. Il l'a toujours méprisé. Il a même méprisé le peuple algérien dans ses discours. On se souvient de ses discours de 1999. J'aimerais bien que le NTV repasse
le discours de la médiocrité. Je les laisse à leur médiocrité. Voilà. Si je n'ai pas un soutien franc et massif, alors je les laisserai à leur médiocrité. On a vu un président médiocre politiquement depuis 99. En fin de compte, c'était pas les Algériens qui étaient médiocres. J'aimerais qu'on essaie de nous la repasser, cette séquence. C'est une vidéo choquante, je pense, politiquement à l'époque, que j'avais 13 ans, je ne me rendais pas compte déjà que c'était très grave, mais là, c'est vraiment grave. Et les Algériens, s'ils revoient, ils se disent qu'est-ce qui se passe. Mais pour revenir vraiment au sujet, le mépris de Ouahia, quand il dit qu'il aimerait voir M. Bouteflika continuer pour un 5e mandat, alors qu'il sait pertinemment que constitutionnellement, il n'a pas le droit, et il y a plusieurs constitutionnalistes qui ont parlé de ça, il n'a pas le droit d'aller vers un 5e mandat. Quand on voit que politiquement, M. Bouteflika a échoué, et surtout d'un point de vue politique et moral, on ne peut pas dire que comment on peut expliquer que celui qui a limité, après avoir ouvert les mandats, a relimité les mandats, et il nous explique que c'est bien de faire 25 ans à la présidence. C'est incroyable, c'est ridicule, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, je pense qu'économiquement, le pouvoir algérien réfléchit à très court terme. Il essaye d'arriver à 2019 pour faire repasser son Bouteflika ou un autre candidat, une alternative à Bouteflika, mais en espérant qu'il y ait un retour sur les prix du pétrole. Ils n'ont aucune envie, ils ne savent pas faire économiquement gérer un pays. C'est une mauvaise gouvernance et aujourd'hui, ils attendent que les prix du pétrole reviennent à un prix qui leur permette de refaire ce qu'ils savent faire, c'est distribuer l'argent, distribuer la rente. Farhat Ait Ali est avec nous. J'aimerais que la régie essaie de nous retrouver cette vidéo où Bouteflika nous dit que s'il n'a pas un soutien franc et massif, il laissera les Algériens à leur médiocrité. Farhat Ait Ali, je crois que nous l'avons perdu encore. On va essayer de le retrouver. Ali Benouari, quels sont, si vous le savez, les secteurs qui emploient le plus de travailleurs en Algérie à partir du moment où le secteur industriel des années 70 a été quasi totalement démantelé, que l'agriculture, on sait très bien ce qui se passe, que, d'après vous, où se trouvent ces millions de travailleurs qui sont devant leurs machines, devant leurs tracteurs, selon Sidi Saïd? L'industrie, mais au noir. C'est-à-dire que la plupart des entreprises, des patrons, emploient des gens au noir en leur payant des salaires de misère. Mais au noir, ils ne sont pas comptabilisés comme travailleurs, donc ils sont comptabilisés comme chômeurs. Non, puisqu'ils ne vont pas se déclarer à l'agence pour l'emploi. Et quand bien même ils se déclaraient, les statistiques sont fausses, tout est faux. Tout est faux. Il ne faut pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se fier à aucun chiffre. C'est ça. À commencer par les chiffres des élections, comme disait notre invité. Mais bon. Le constat, on le voit tous les jours dans les rues, on le voit dans nos propres familles. Qui n'a pas des membres de sa famille en détresse? Qui? Je vous pose la question, y compris à vos invités. Nous passons notre temps à diviser, à répartir ce qu'on gagne entre tous les membres de la famille proches et lointains pour les aider à survivre. C'est comme ça que ce pays survit, que les gens survivent. Ali Benouari, oui. Même si on a attendant de retrouver Farhat Ait Ali que nous avons encore perdu, je vous posais une question qui n'est pas vraiment dans le sujet du jour, mais je tiens à avoir votre avis sur la question. Monsieur l'ambassadeur de France, Xavier Driancourt, quand il a déclaré que des hauts fonctionnaires algériens allaient se soigner gratuitement et de façon malhonnête en resquillant la sécurité sociale française, ça vous a fait quoi, cette déclaration? Comment vous l'avez trouvée? D'abord, c'est surprenant qu'un diplomate, normalement, mesure son discours, surtout des politiques français à l'égard de la société algérienne, de l'État algérien. Première réaction, c'est la surprise. La deuxième, évidemment, je suis choqué, mais choqué pas tant que ça, puisque nous avons donné le fouet pour nous fouetter. Mais qu'est-ce qui nous reste comme souveraineté? Depuis un ministre qui se fait fouiller
à l'aéroport d'Orly. Je voulais que je vous dise. Ah, vous parlez de Hamid Green, l'ex-ministre de la Presse, qui s'est fait fouiller comme un vulgaire malfrat par la PAF, la police des aires et frontières. Quand vous vous affaiblissez économiquement, socialement, vous perdez de votre souveraineté. Et quand vous perdez de votre souveraineté, les manifestations de cette perte de souveraineté sont de celles-là. Oui, mais elle est Benouari. La France parle de 29 millions d'euros pour 2017 de soins qui ont été prodigués à des Algériens et qui n'ont pas été payés. Mais on imagine que dans ces 29 millions d'euros, la part de ces hauts fonctionnaires, elle ne doit pas excéder quelques centaines de milliers d'euros. Donc ce n'est pas gratuit ce que disait l'ambassadeur français. Il a voulu blesser le régime, il a voulu le dénoncer, il a voulu l'attaquer. Et pourquoi? C'est ça que je souhaiterais comprendre. C'est possible, c'est une lecture possible. Je ne peux pas vous dire plus, mais c'est une lecture possible. Restez avec nous, Ali Benouari. Farhat Aïtali, est-ce que vous savez qui sont les secteurs qui emploient le plus d'Algériens, l'industrie, l'agriculture, les services? Le premier secteur, c'est les services. Et dans les services, il faut comprendre les services marchands. Ça veut dire que tous les marchands, à la sauce, les détaillants, les grossistes, même les agents immobiliers, les contrebandiers en tout genre, ça s'appelle les services marchands. C'est pratiquement le plus gros pourvoyeur d'emploi. Vous avez juste après la fonction publique. Un cumul à peu près 2 200 000 personnes sans compter les militaires. Vient l'agriculture, l'industrie vient en dernier. Farhat Aïtali, vous êtes avec nous, Farhat Aïtali? Oui, bien sûr, oui, je vous entends. Est-ce que vous connaissez la proportion des personnels, par exemple, ce que représente la fonction publique, les militaires et les policiers dans la globalité de l'emploi? Les policiers, c'est des fonctionnaires avec une comptabilité dans les effectifs de la fonction publique. Maintenant, les militaires, non, ils ne sont pas comptabilisés. Les gendarmes aussi. Mais globalement, ça peut tourner autour de 3 millions de personnes. Les fonctionnaires confondus, y compris aussi les emplois précaires et assistés. Parce qu'il y a des contrats à durée déterminée pour certaines petites fonctions du ministère de l'Intérieur, au niveau des communes, des daïras. 3 millions de personnes sur combien de travailleurs déclarés? Les travailleurs déclarés pratiquement ne dépassent pas les 7 millions. Ça veut dire que la fonction publique, l'armée, les services de sécurité à eux seuls représentent presque 50%, presque 50% de la totalité? De ce qui est déclaré. Parce que là, quand il parle de chiffre de chômage, quand il parle de population occupée, par exemple 11 millions, ils ne font pas des enquêtes au niveau de la sécurité sociale. Mais c'est des enquêtes très partielles au niveau des ménages de certaines régions, plus conquis au niveau du centre du pays et de l'Est, de l'Ouest. Et toute personne, justement, qui déclare avoir une occupation, elle est considérée comme personne occupée. Donc elle n'est pas chômeur, mais elle n'est pas employée, elle n'existe pas la sécurité sociale. Restez avec nous, Farhat Aïtali, Habib Brahmia. Nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, d'après vous, ce cinquième mandat, il paraît qu'il n'y a plus de doute, qu'il est lancé, qu'il est sur les rails. Et ces reportages, si on peut les appeler comme ça, que diffusent le NTV et les autres chaînes de télévision sur les réalisations de Fakhamatouhou semblent venir confirmer l'option. Oui, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, les Algériens savent qu'il y a l'envie de Bouteflika d'aller vers un cinquième mandat. Déjà par son passif, il a toujours voulu rester au pouvoir et ne pas partir du pouvoir. Et c'est lui qui veut rester? Et quand je dis Bouteflika, c'est le système Bouteflika. Parce que Bouteflika lui-même, on l'a vu il y a une semaine, donc c'est pas... Mais le système Bouteflika veut que Bouteflika reste au pouvoir. Et je pense qu'il y a eu l'affaire Santaini, où l'avocat Santaini a été voir M. Abdelaziz Bouteflika, il lui a dit j'ai envie. Ça a été complètement nié par la présidence, mais je pense que Maître Santaini n'aurait pas dit quelque chose comme ça sans lui qui connaît très bien le système.
Mais donc pour le 5e mandat, je pense qu'ils veulent aller vers un 5e mandat, ils veulent le faire parce qu'ils veulent rester. Mais ça prouve surtout qu'ils n'ont pas d'alternative au 5e mandat. Que si il n'y a pas Bouteflika, ils peuvent en aucun cas présenter un autre candidat. Et c'est pour ça que Djil Jadid a proposé l'option de sortie de crise du candidat unique, où un candidat unique se préparerait à affronter un candidat du régime, où là, ça serait les contradictions du système permettraient peut-être une élection plus ou moins démocratique ou sans fraude. Mais aussi, comme Djil Jadid l'a dit, et Djil Jadid l'assume aujourd'hui complètement, si M. Abdelaziz Bouteflika va vers un 5e mandat, Djil Jadid boycottera les élections et ira directement dans la rue. Mais pour revenir un petit peu au sujet économique, il faut aussi, on a parlé un petit peu de la gouvernance du gouvernement algérien ou du système Bouteflika, comme on aime l'appeler, mais il y a aussi une certaine complicité, de la population algérienne. Les Algériens ont accepté en quelque sorte un deal avec le pouvoir où ils acceptaient une distribution de la rente quand il y avait le pétrole était au plus haut. Et de l'autre côté, ils se taisaient sur le politique. Aujourd'hui, comme on a vu en 2011 où les Algériens ont demandé plus de droits, on a essayé de les faire taire avec des salaires, avec des augmentations de salaires, etc. Mais aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait plus de l'argent, ça renforce les contradictions du pouvoir et ça renvoie les Algériens vers ce deal qui n'est plus respecté par le pouvoir. Et c'est ça qui risque de mener vers la violence. Aujourd'hui, si le système algérien ne décide pas d'écouter les Algériens, d'écouter ce que dit l'opposition. Je parle d'opposition parce que ça fait 10 ans qu'on parle de cette situation. On disait, M. Ali Benouari, M. Sofiane Djilali, tous les opposants algériens disaient qu'on allait économiquement vers une catastrophe. Aujourd'hui, nous arrivons à une catastrophe et nous la voyons devant nous. Je donne des exemples. J'ai découvert par exemple Ebaï et j'invite la presse algérienne à aller vérifier ce que je vais dire. La CASNOS algérienne a augmenté la cotisation minimale du simple chef d'entreprise, du simple au double, sans changement de réglementation. Cotisation patronale ? Tout à fait. Du simple chef d'entreprise, ou des fois, quand je dis chef d'entreprise, c'est une entreprise d'une personne, des fois. Oui, hein. oui. Elle est passée de 32 400 à 64 800, du simple au double, mais sans changement de réglementation. Donc c'est une décision du DG qui est M. Achak et qui annonce que ça n'a pas été annoncé. Sans fondement réglementaire. Sans fondement réglementaire. J'invite la presse à aller vérifier. Mais moi, je suis chef d'entreprise, donc je le sais. Et si les Algériens, et ils doivent payer avant juin, s'ils peuvent aller demander pourquoi on leur demande de payer 60 000 dinars alors que la cotisation minimale est à 32 000 dinars et on peut aller le vérifier sur le site internet de la CASNOS. Donc vous voyez l'arnaque comment elle est. Oui. Ils n'arrivent pas à proposer quelque chose et donc ils essayent d'aller sortir l'argent des poches des Algériens. Merci Habib Brahmiya, merci Ali Benouari, merci Farhat Aïtali, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'slama.